Didier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle, c'est un plaisir de te retrouver. Merci Richard, moi aussi c'est un plaisir. Donc petit rappel pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, tu travailles chez Gafcal-IS, tu es actionnaire et dirigeant de Gafcal-IS. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais? Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas présenté une petite piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel, on fait de la recherche en finance pour les gérants de portefeuille institutionnels. Et une recherche qui est assez orientée sur un mix entre l'économie classique, fondamentale, les grandes théories économiques, et la vérification statistique, mathématique, modélisable par de la science pour voir ce que l'on valide et ce que l'on valide pas dans les grandes théories économiques, et qui nous conduisent à avoir des techniques ou de proposer des techniques de suivi et de gestion de portefeuille d'investissement. Donc on suit non seulement les assets classes, les classes d'actifs une par une, donc les actions, les obligations, l'or, les monnaies, enfin tout ça un par un, et ensuite on travaille énormément la façon de les composer. Pour essayer d'avoir des portefeuilles qui résistent à l'incertitude dans laquelle on est tous plongés. Donc il faut non seulement essayer d'avoir des compréhensions de chaque classe d'actifs, mais aussi de leur combinaison. À quel moment il vaut mieux avoir telle combinaison d'actifs, à quel moment il faut avoir telle autre combinaison d'actifs, c'est ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on est dans les locaux de l'Institut des Libertés, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Paris, l'Institut des Libertés partage ses locaux avec Gafcal et Gafcal-IS. Voilà. Et du coup, voilà, Charles est jamais bien loin, et parce qu'on travaille tous ensemble ici. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Je voulais que tu te représentes, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose, on va prendre un peu de recul, et c'était le sujet de la lettre du mois de novembre, justement, dans lequel tu as fait un dossier qui est très détaillé, où tu analyses les différents cycles économiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de flottement. Les gens savent pas, il y en a qui sont haussiers, il y en a qui sont baissiers, il y en a qui sont désespérés, il y en a qui... Et voilà, donc on va essayer, avec cette vidéo, de prendre un peu de recul et de voir où tout ça nous conduit et comment on en est arrivé là. Alors, absolument raison sur le dernier point. Il y a beaucoup d'incertitudes. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur plein de domaines, géopolitiques, sur les classes d'actifs, etc. Et j'ai essayé de le comprendre dans une perspective plus longue, historique. Et en essayant de regarder comment fonctionnait le capitalisme, enfin des pays développés en général, donc des grandes démocraties développées, etc. Et de le regarder sur un angle que j'ai trouvé assez intéressant, c'était de le regarder sous l'angle du type de dirigeants. Qui sont les gens qui, pendant une certaine période, ont la main sur le capitalisme, et qu'est-ce que ça traduit en fait derrière des structures de création de richesse et de pouvoir. Et donc, j'ai identifié comme ça un certain nombre de phases. Donc, une première phase qui est la phase de sortie d'après-guerre, où manifestement, enfin en tout cas en Europe, au Japon, partout, il fallait tout reconstruire. Tout était par terre, etc. Donc, ça a été une phase qui a été tenue par des ingénieurs. Donc, c'est les ingénieurs qui étaient les patrons de toutes les grandes boîtes, etc. C'était les polytechniciens. X-Mines, on parlait du corps des mines, comme par hasard, ou du corps des ponts. Donc, il fallait faire des mines et des ponts, quoi. Bon. D'ailleurs, Pompidou, il sortait pas de ça? Pompidou, je pense que c'était un normalien, mais à vérifier. Dommage. Je crois que c'était un normalien. Mais voilà. Mais enfin, Giscard était un polytechnicien. Enfin bon, d'ailleurs, bon. Voilà. Alors, c'est une période assez intéressante parce que c'est une période dans laquelle on a l'Europe, prenons le cas de la France, n'a pas d'argent, tout est par terre, on a le plan Marshall, donc on est subventionné ou aidé financièrement par les États-Unis, et puis c'est une période de reconstruction absolument dingue, d'abord très euphorique, parce que c'est la période de génération de mes parents, donc je l'ai vécu, je vois très bien ce que ça voulait dire, qui était très joyeuse, où les gens travaillaient beaucoup, ils travaillaient énormément, et ils travaillaient beaucoup pour gagner peu. Donc, ça rappelle quelques trucs, ça. Hein. C'est exactement l'inverse un petit peu de ce qu'on a aujourd'hui. Ils travaillaient beaucoup pour gagner peu. Et pourquoi je dis pour gagner peu? Parce qu'ils construisaient et ils épargnaient. Donc, en fait, ils travaillaient 100, ou peut-être si nous on travaille maintenant 70, ils travaillaient 100 à l'époque, et ils épargnaient une partie de leur salaire pour acheter une maison, se reconstruire, constituer une épargne, etc. Ce qui se traduisait au niveau national par une épargne qui était grandissante, et donc la possibilité de faire des projets longs, et c'est là où ont été faits les grands projets de la France, de construction, de sécurité sociale, de banque, etc. etc. Période très intéressante. Alors ensuite, et on le voit dans le stock market, je le détaille dans la lettre en montrant quels étaient les titres qui fonctionnaient à l'époque, etc. Bon. Et puis ça dure pour moi jusqu'à, en gros, la fin des années 60. Fin des années 60, il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire que ce modèle-là, il plaît plus à la société. Et on le voit avec mai 68. Mai 68, c'est un phénomène social, à mon avis, de la jeunesse qui dit,
votre truc là, ça m'amuse pas. J'ai envie de m'amuser. La France est revenue en quelques années, enfin toute l'Europe du Nord, au niveau de richesse quasiment des États-Unis. Et la nouvelle génération veut faire autre chose. Et on voit très bien comment se termine cette période. Elle se termine par un exploit de type ingénieur qui est fait par les Américains, qui est que les Américains, ils marchent sur la Lune. C'est l'exploit par excellence qui sanctionne cette période. L'exploit technique. Exploit technique, exploit de prise de risque considérable aujourd'hui. Si aujourd'hui on ne peut plus aller sur la Lune, c'est pas uniquement techniquement, c'est que notre appréhension du risque est complètement différente. Donc là, ils étaient capables d'envoyer quelqu'un dans une... Enfin, je sais pas si tu as vu un LEM Apollo, mais ça fait peur. De dire les gars sont rentrés là-dedans et ont été à 300 000 km, ça fait vraiment peur. Hein. C'est extraordinaire à voir. Hein. Donc tu as des fils partout, ça ressemble à un flipper. Et tu te dis, mais les gars, ils y ont été. Hein, quand même. Et d'ailleurs, le risque est d'autant plus considérable qu'aujourd'hui, on va peut-être envoyer des gonzes sur la Lune, mais c'est pas du tout avec le même niveau de risque et la part du budget consacré n'est pas du tout la même. Donc c'est incomparable par rapport à ce qui a été fait en 68. Incomparable. Donc il y avait quand même une espèce d'euphorie, de prise de risque beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et puis ça s'est terminé parce que la jeunesse en a eu marre. Elle a dit, les systèmes un peu à la papa, les trucs, les structures familiales rigides, les envies, libération sexuelle, on a envie d'autre chose. Etc. Et à ce moment-là, deuxième phase du capitalisme qui va durer à mon avis encore 20 ans. Alors la première c'est un peu plus de 20 ans, la deuxième c'est un peu moins de 20 ans, on va voir. Eh bien c'est la prise de pouvoir par les marketeurs en fait. Les marketeurs, c'est le moment où il vaut mieux... Avant, il valait mieux faire Polytechnique dans les meilleures écoles. Après, il vaut mieux faire HEC. C'est un peu la série Mad Men, quoi. Alors, exactement. C'est le Mad Men des États-Unis qui était dans les années 60 et non pas 70, mais parce que les États-Unis sont en avance. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu à reconstruire. Les États-Unis, ils ont simplement eu à rediriger leur économie de guerre vers une économie de production. Et ça s'est très, très bien passé pour eux, d'ailleurs, fantastiquement bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Mad Men, c'est une série justement sur des marketeurs dans les années 60 qui montrent l'émergence de ce phénomène. Là, quoi. C'est ça, Mad Men, c'est pour Madison Avenue, les hommes de la Madison Avenue, donc c'est à New York, qui inventent en fait les concepts de marketing. Et alors évidemment, c'est très amusant à voir parce qu'ils sont tous là habillés comme pas possible, ils boivent du whisky toute la journée, ils fument des clopes, ils font rien en fait. Ils font rien. Et puis t'entends, ils ont des idées de marketing et tout d'un coup, ces idées de marketing ont un succès fou et qui va être sanctionné par le fait que c'est Kennedy qui va battre Nixon. Et Kennedy, c'est un pur produit marketing à l'époque. C'est-à-dire qu'il gagne parce qu'il passe à la télé. Et il passe à la télé et il est bien meilleur à la télé. Il a une jolie femme, il présente. Alors que Nixon, c'est un petit peu l'école classique d'avant. Et donc, il est battu, mais de très très peu, sur quelque chose qui doit ressembler à du marketing quelque part. Donc, c'est marrant. Et puis, c'est marrant aussi de voir qu'il n'a pu réaliser ça que parce qu'il y a eu une invention d'ingénieur qui était la télévision. Sans télévision, il n'y a pas de Kennedy. Mais c'est plus les ingénieurs qui dirigent. Maintenant, ce sont les marketeurs. On va voir cette période. Alors, ça, c'est aussi intéressant, j'ai un point de vue, je pense, de le regarder philosophiquement. Cette petite remarque sur la morale, la vision morale de l'argent et des biens d'Aristote. Très intéressante. Aristote s'est penché sur cette question de l'argent et il n'était, à la différence de Platon, il n'était pas du tout opposé à la monnaie. Et au profit, dès lors qu'il était raisonnable, etc. Mais il avait une vision qui était que l'argent ne sert que de catalyseur pour la production de biens. Donc, il voyait un schéma qui était « j'ai un bien B », et puis il va falloir le vendre, donc ça va devenir de la monnaie, et cette monnaie va être utilisée pour acheter un autre bien. Donc, la monnaie n'est là qu'un intermédiaire, en fait. Le but de l'activité économique, c'est la production de biens qui sont des biens essentiels pour la satisfaction de l'homme. Donc voilà, et dans ce cadre-là, Aristote considérait que la monnaie était morale. Avait une connotation morale dès lors qu'elle faisait... Moi, je le vois en produit chimique comme le catalyseur. Le catalyseur, c'est le produit que tu mets dans la solution pour que la réaction se fasse. Et une fois que la réaction est faite, elle rend le catalyseur. Le catalyseur ne sert à rien dans la réaction, sauf à l'accélérer et à la faciliter. C'est le principe du catalyseur. On peut voir la monnaie comme un catalyseur. Ça, c'est la vision aristotélicienne de ce qui est moral. Et il dit, en revanche, il y a des situations qui peuvent devenir immorales. C'est-à-dire quand la monnaie n'est pas utilisée comme catalyseur, mais comme but en tant que tel. Donc, le schéma deviendrait la monnaie sert à faire un bien qui n'a aucun intérêt, mais c'est juste parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et ce bien va être vendu de n'importe quelle manière pour faire plus de monnaie. Donc là, on revient dans le capitalisme dont l'essence est le profit, quelle que soit
ce que l'on produit. Le but, c'est le profit. C'est monnaie, donne bien, donne monnaie. Au lieu de bien, donne monnaie, donne bien. Et à ce moment-là, il disait ça, c'est immoral. Parce que ça conduit la société à produire des biens qui n'ont aucun intérêt pour l'homme, alors que et dont le but ultime caché est de gagner plus d'argent, de faire plus de profit. Donc là, on attaque une dégénérescence un peu de l'économie, quoi. Selon Aristote, c'est la vision non morale d'Aristote qui est assez amusante, mais qui est très très fondamentale. Et qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de mouvements comme les entreprises responsables, comme, enfin, il y a cette tendance là où on dit. Bien sûr, toute la pensée de gauche est aussi appliquée sur ça, sur cette notion de moralité, du capitalisme, de la recherche du profit, etc., etc. Et elle est assez intéressante parce que dans la phase dont je parlais là juste avant, c'est-à-dire les marketeurs qui prennent le contrôle, c'est un peu la phase immorale d'Aristote, c'est-à-dire que finalement la société va se mettre à essayer de produire n'importe quoi dès lors qu'elle va utiliser le marketing, la promotion pour essayer d'inciter les gens à acheter ces trucs-là qui fondamentalement n'apportent pas. C'est le cow-boy Marlboro qui vous explique que fumer c'est super cool. C'est exactement ça, c'est vachement bien parce qu'en fumant vous vous sentirez vachement mieux, vous vous prendrez pour un cow-boy et voilà, et ça sert à faire des profits. Voilà. Et Noël, pas qu'au scanner, Noël au cimetière. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, tout ça c'est très caricatural ce que je présente, mais c'est pour montrer des grandes tendances de qui dirige ça. Et dans la lettre, on montre quelles étaient les sociétés qui ont bien fonctionné. Et ces sociétés correspondent à ces schémas de pensée. C'est ça qui est amusant. Et puis tout ça dure une vingtaine d'années. Et puis on arrive vers la fin donc de 69, disons, à 89. Et là, ça commence. Enfin, la société commence à se lasser de ces publicités, des coups de fil constamment pour être la promotion permanente. Elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus à ces vendeurs de rêves. Et ça se passe mal. Et à ce moment-là, il va y avoir un changement de direction du capitalisme. Et il va être pris en main par qui ? Il va être pris en main par les financiers. Donc 89 jusqu'à 2008, c'est la finance qui prend en main complètement, en fait, le capitalisme. De façon caricaturale aussi, mais c'est ça. Et on le voit totalement, on le lit dans la lettre, par tous les stocks qui vont monter, qui sont très liés à la finance. Donc c'est les banques, etc., qui vont gagner énormément d'argent à ce moment-là. Bon. Voilà, alors là, on est encore plus dévoyé pour la vision d'Aristote, puisque c'est même plus la monnaie qui fait un bien dont elle se moque pour faire de la monnaie, c'est la monnaie qui fait la monnaie. Hein, en gros, c'est ça. C'est l'administration qui tourne avec l'administration. C'est l'argent qui tourne avec l'argent. Je fais de l'argent parce que j'ai de l'argent. Je prends du levier, je fais des produits dérivés, je fais des trucs comme ça, et voilà, bon. Alors, on est complètement... voilà. Et puis tout ça s'effondre en 2008. Il faut bien le reconnaître. En 2008, c'est la catastrophe totale. On a les faillites bancaires, on a l'État qui doit... Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer en 2008 ? C'est que ce capitalisme est au bord du gouffre. Mais au bord du gouffre. On démarrait comme dans la crise de 29, à la même vitesse que la crise de 29, dans la dégradation des facteurs économiques. On en parlait, toi, 2008, tu l'as vécu professionnellement parlant. C'était extrêmement sérieux. T'as eu la trouille, quoi. On a eu la trouille, puis on n'était pas les seuls. Il fallait voir la tête de nos dirigeants à ce moment-là. C'était quand même la panique totale. C'était la panique totale. Et ce qui s'est produit en 2008, c'est que les financiers ont été balayés, donc les financiers ne dirigent plus aujourd'hui l'économie. C'est ça qu'à mon avis, moi, ce qui m'intéresse de dire, transmettre comme information, c'est contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont plus les financiers qui dirigent, ce ne sont plus les banques. Les banques ont été mises sous tutelle depuis 2008, complètement sous tutelle. Qu'est-ce qui dirige le capitalisme de 2008 à, disons, 2021 ? Ce sont ceux qui ont sauvé le capitalisme, c'est-à-dire les gouvernements. Ce sont les gouvernements et les banques centrales qui se sont interposés, qui ont été dire, bon, j'arrive, le sauveur en dernier ressort, donc je vais nationaliser un tel, je vais donner de l'argent à un tel. Les banques centrales ont commencé à émettre de la monnaie, mais finalement, le grand décideur ultime, c'est le gouvernement, ou sa banque centrale indirectement. C'est un changement radical, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sort quelque part de l'économie de marché qui a été dévoyée, selon ces trucs, et non, le gouvernement arrive en grand chevalier blanc. Seulement, le problème, c'est que le gouvernement va se mettre donc au milieu de ça, il va devenir la monnaie. C'est lui qui va accaparer les fonctions monétaires. À un tel point qu'on va voir, comme tu le cites souvent, ça va être une catastrophe pour le système bancaire, notamment en Europe, qui va perdre 90% de sa valeur, qui est complètement subventionné. Qui a perdu, là, on est toujours dedans. On est complètement dedans, qui va tout perdre. Et en fait, derrière l'État qui prend le pouvoir, c'est non seulement le pouvoir de création monétaire, mais aussi la tentation de l'utiliser pour son propre compte. Et ça, on le voit très bien, puisque les banques centrales décident d'un jour à l'autre d'injecter un billion de dollars, enfin 1000 milliards de dollars, 1500, enfin des sommes absolument gigantesques qui seraient impossibles dans le cadre d'un système de création monétaire par les banques commerciales, où chacun prend sa décision en fonction du marché. Donc, elles prennent complètement le pouvoir.
Est-ce qu'on peut dire justement que les banques commerciales ont fait faillite et que du coup les États sont venus et que la faillite ne s'est pas traduite par une bankrupt, quoi, par une faillite au tribunal, sauf Lehman, mais elle s'est traduite par je rends les clés de la boutique à l'État. Oui. Et en fait, quand on demande quel est le prochain risque ou le risque systémique en cours, je dis les banques c'est déjà fait. Ouais. Par contre, la prochaine crise financière et bancaire, ce sera au travers des États qu'elle aura lieu. Donc ça sert à rien d'essayer de savoir si la banque sera capable d'être solvable ou pas, elle ne l'est plus. Par contre, la question c'est de savoir quand est-ce que l'État va vous planter, puisque c'est sur lui que la dette s'est reportée. Donc, faut pas penser aux banques comme étant des entités qui peuvent faire faillite, elles l'ont déjà fait, mais plutôt la capacité des États à tenir encore le truc par les pattes, quoi. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, c'est que ces différents schémas ont chacun réussi un certain temps et fait faillite. Donc, les marketeurs à outrance, la vente, ça fait faillite. Les financiers à outrance, ça fait faillite. Et là, on est en train de rentrer dans le moment où les gouvernements sont maintenant en grand danger. C'est ceux qui étaient les mains fortes du capital. Et là, ils sont en grand danger maintenant parce qu'ils ont été trop loin, parce qu'on a donné, comme dit Charles, on a donné la clé de la cave à l'ivrogne. Donc ça, c'est assez dangereux. Et ils l'ont utilisé, mais abondamment. Alors, il faut quand même préciser que c'est pas les seuls. C'est-à-dire que tout le capitalisme classique s'est fait complètement coincer par l'État depuis 2008, en gros, avec de la réglementation. Mais il y a un capitalisme qui a émergé, qui est tous les GAFAM, c'est-à-dire les Google, Netflix, Apple, etc., Amazon, etc., qui est sorti en fait d'un chapeau. C'était un capitalisme qui était vraiment complètement libre, ça, qui n'existait pas, qui n'était pas dans les structures classiques de contrôle, et qui a pris un pouvoir considérable en l'espace de 12 ou 13 ou 14 ans. Tout le stock market, le marché des actions américain, qui a flambé depuis 10 ans, a été complètement tiré par ces sociétés-là. Et ces sociétés sont devenues tellement puissantes, quasiment au niveau d'un État, qu'elles ont commencé à négocier avec l'État. Donc on a vu finalement des accords, des intérêts croisés qui ont commencé à se jouer entre ces grandes maisons qui détiennent l'information et puis des États qui détiennent le pouvoir monétaire et le pouvoir réglementaire. Donc il y a quand même des liens. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant depuis quelques mois ? Eh bien, on voit qu'on a un choc terrible sur les deux. Donc ça, c'est très intéressant pour moi parce que je me dis, tiens, finalement, ce qui est en train de se passer là, c'est que l'État s'est mis à l'intérieur du système en disant la monnaie c'est moi, la réglementation c'est moi. Il y a eu des gars qui ont réussi à faire les GAFAM, la société de contrôle, etc. Ils se sont mis d'accord et c'est en train de chuter. Parce que la crise d'aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis, c'est les GAFAM qui chutent énormément, qui perdent énormément, et c'est finalement le grand choc sur le marché financier. Ce ne sont pas les actions aujourd'hui, ce sont les obligations. Mais d'une façon considérable, c'est-à-dire que tu vois, les actions, ils ont perdu 25%, elles ont rebondi de 10%. Les obligations en dollars européennes, elles ont perdu plus de 30%. Or, ce sont censés être les obligations à 10 ans, par exemple. Or, ce sont censés être les portefeuilles les plus stables du monde, puisque c'est là-dessus que les rentes sont assises, c'est ainsi que les retraites sont assises, c'est ainsi que les fonds de garantie, enfin, tout ce système d'épargne longue pour la retraite, pour l'investissement long, pour tout ça, est assis sur les obligations d'État, qui sont censés être les actifs les moins risqués. Or, c'est ceux qui se font le plus, qui baissent le plus dans cette situation. Donc on est bien en train de sortir, probablement, de cette dernière phase. Est-ce que tu es d'accord pour dire, par rapport à ce crack des obligations, que en réalité, on a reçu un choc qui a énormément fragilisé le système ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu de gens en parlent en fait du crack obligataire. Voilà, ça n'a pas eu d'impact sur le portefeuille de monsieur et madame Michu tout de suite. Mais en réalité, si on part du point de vue d'une assurance vie, par exemple, avec ses fonds en euros, ça veut dire qu'ils ont paumé en market au prix marché 30%. Ouais. Et ça ne se voit pas tant que les gens ne retirent pas leur argent. Parce que s'ils le tiennent jusqu'au bout, ben, tu gardes ton coupon, tu seras remboursé à la fin si tout se passe bien. Voilà. Par contre, si au niveau de l'État, il y a des fragilités qui se font jour, ou s'il y a une récession économique qui apparaît et que les gens commencent à désépargner parce qu'ils ont besoin de changer la voiture, de financer le chômage, de je sais pas quoi, mais en masse, et ben, en fait, le crack, est-ce que ce crack obligataire ne va pas surgir des comptes, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il est pas là. Tu vois, il est un peu dans le placard, mais on sent que le placard il commence à danser sur le plancher. Alors t'as raison, il est quand même pas mal dans le placard, parce que il est au sein d'institutions qui donnent la rente, notamment les fonds de pension de retraite dans le nord de l'Europe. Nous, on n'est pas répartition, mais dans le nord de l'Europe, c'est par capitalisation. Comme il verse les retraites au fil de l'eau.
eh bien, ils peuvent étaler, comme tu dis, un peu cette perte. Mais quand même, il faut bien reconnaître que même en France, les fonds d'assurance vie, depuis plusieurs années, rapportent plus rien. C'est-à-dire qu'avec des taux à zéro, alors que les taux étaient au l'ordre de 4-5% avant, eh bien, quand même, pour les retraites complémentaires de beaucoup de gens, c'est zéro. Alors maintenant que c'est zéro, et en plus que l'inflation est partie, c'est une baisse de pouvoir d'achat. Donc toute cette épargne, elle commence déjà à diffuser comme une baisse de pouvoir d'achat. Donc en fait, comme une baisse de niveau de vie. Alors cette baisse de niveau de vie, on la voit progressivement, parce qu'on est en euros et puis parce que les rentrées ne se font pas. Mais on la voit brutalement, notamment, si on veut aller à l'étranger, puisque par exemple l'euro a perdu 20%. Donc tant qu'on reste chez nous sur la zone euro, ben, on le voit au fil de l'eau. Mais si on veut aller n'importe où ailleurs, on voit que tout d'un coup, les prix sont énormes. Et on est surpris d'ailleurs. Donc en fait, notre baisse de niveau de vie relative, par exemple aux États-Unis surtout, parce qu'elle n'a pas perdu 20% par rapport à l'Asie, etc. Mais par rapport aux États-Unis, est considérable. Donc oui et non, si tu veux, c'est déjà acté pour partie. Cette baisse de niveau de vie. C'est acté aussi par le fait que, bon, on parlera des salaires, etc., qui montent moins vite que l'inflation, etc. Mais tu as raison, c'est encore repoussé. Seulement, le problème, c'est que ces dettes d'État, les taux commencent à remonter, les États, on va avoir de plus en plus de mal à lever de l'impôt, puisque on est déjà un petit peu élevé. Donc, les problèmes sont en train de se matérialiser, ce qui prouve pour moi qu'on est probablement à la fin de cette période de contrôle du capitalisme par les GAFAM et les gouvernements. Quelque chose va sortir. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose va sortir. Donc un changement de phase qui va dominer le capitalisme demain. Voilà, en gros. Parce qu'en fait, l'effondrement des GAFAM et des bonds signifie que le shérif en ville est en train de dégager, quoi. Voilà. C'est plus le même chef qui... Ça va plus être le même chef. C'est plus le même chef. Du coup, ça m'amène à une question, c'est quelque chose que qui me travaille depuis un moment, c'est que quand on parle de cycles, et là on était sur des cycles à 30 ans au début, à la fin de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puis après des cycles à 20 ans, puis après un cycle à 10 ans, et puis on sent que ça se raccourcit encore. Et en fait, la question, et on le voit aussi dans la technologie, typiquement la technologie, le progrès technologique a énormément accéléré dans l'histoire de l'humanité il y a très peu de temps. On a tout inventé en 2 siècles, en gros. Quand on fait la somme de tous les machins inventés depuis 1000 ans, il s'est tout passé, même dans les 50 dernières années, presque. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur les cycles économiques et financiers et les transformations dont on parlait juste avant? Est-ce qu'on est voué à ralentir de plus en plus, à raccourcir les cycles? Et qu'est-ce qui se passe au bout du tunnel? Une fois qu'on a un cycle économique qui fait 3 mois, on fait quoi? C'est une question très profonde et je l'avais un peu étudié, enfin plus qu'un peu, beaucoup étudié avec un associé d'il y a plus de 20 ans qui était le professeur Didier Sornet, qui était professeur, il a été aux États-Unis, à UCLA, il est professeur en Suisse, au Polytechnicum de Zurich, enfin c'est un type qui a fait une carrière absolument brillantissime. Et il avait étudié quelque chose, il a sorti une théorie justement sur ce que tu dis là, et qui était liée à la notion de la log périodicité, et il a écrit un livre là-dessus qui a été en 2002 ou 2003, je ne sais plus quand il l'a écrit, qui a été quand même premier sur Amazon pendant une semaine. C'était pas la grande période d'Amazon, je suis d'accord, mais quand même, il arrivait à vendre plus de livres sur pourquoi les marchés financiers craquent avec sa théorie mathématique de la log périodicité. Et il vendait plus de livres que des recettes de cuisine, ce qui est quand même pas mal. Bon. Sachant qu'à l'époque, Amazon, c'est peut-être plus petit, mais il n'y avait pas les mêmes algos qu'aujourd'hui, donc ils étaient tous en compétition. Je veux dire, monsieur bricolage, la cuisine, ouvrez vos chakras, et pourquoi les marchés craquent? Parce qu'il n'y avait pas de ségrégation comme ça sur les sujets. Ouais. Donc c'est un beau succès quand même. C'est un beau succès. Et sa théorie était très très intelligente conceptuellement. C'est-à-dire, ce qu'il disait, c'est que là, il est impossible d'expliquer pourquoi un marché qui devient de plus en plus dangereux ne chute pas. Pourquoi il continue à tenir Pourquoi il y a des mecs qui mettent de l'argent? Pourquoi les mecs qui continuent à mettre de l'argent alors qu'on sait qu'on se rapproche du bord de la falaise? C'est absolument incompréhensible. Et donc, il avait fait une théorie d'arbitrage du risque et du rendement, en disant, mais quand on se rapproche de la falaise, la seule façon d'expliquer, c'est que si on vous dit encore un petit pas, et vous allez gagner $1 million de plus. Ah oui, mais là, je me rapproche. Allez, encore un demi-pas. T'as déjà fait 30 pas, voilà. Un demi-pas, c'est pas grand-chose. Voilà, et à chaque fois, on vous dit, allez, 3 cm de plus et tu gagnes encore un peu plus. Donc, ça veut dire qu'il disait, en fait, plus le risque monte, plus l'opportunité de rendement à court terme doit être énorme. Voilà.
Idée tout à fait intéressante, très intéressante. Horrible, hein, mais tout à fait intéressante. Et en fait, en utilisant cette idée, ce concept-là, et en faisant la dérivation mathématique, il a montré que ça menait nécessairement à ce que tu décris, c'est-à-dire des log périodicité, c'est-à-dire des systèmes qui n'oscillent pas régulièrement avec des pas de temps qui sont toujours les mêmes, mais qui oscillent avec des pas de temps qui deviennent de plus en plus courts, avec des rapports logarithmiques entre ces pas de temps. Et donc, exactement ce que tu décris, c'est-à-dire une onde qui démarre tranquillement, et puis ensuite, elle commence à se rarer, et puis ensuite, elle oscille de plus en plus jusqu'à un moment qui sera un temps limite, ce qu'il appelle d'ailleurs le temps critique, qui va signifier que le système va imploser. Il va imploser. Alors, il va avoir un changement de phase radical. Voilà. Il ne pourra plus, et ce ne sera plus le même système. Il va se fragmenter. Quelque chose va se produire. Une casserole qui se met à bouillir, c'est ça, quoi. Alors, tu pourrais dire une casserole qui se met à bouillir, mais tu peux voir ça dans l'histoire de l'humanité aussi, dans des tas de choses. On l'avait regardé d'ailleurs sur très long terme sur le capitalisme, tu vois. L'histoire du capitalisme, tu parlais depuis 200 ans, etc. Donc, on regardait ces grandes courbes et on trouvait, on avait fait tous les programmes pour ça, une magnifique log périodicité avec, voilà, le PNB qui montait, tout en montant exponentiellement, elle oscillait avec des oscillations qui se rapprochaient de façon de plus en plus courte. Donc, exactement ce que tu décris. Et le temps critique qu'on avait calculé au début des années 2000, donc tu vois, il y a 20 ans, eh ben, c'était 2050. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, on est sur un cycle depuis 2008, ça fait 14 ans. En admettant qu'il se termine demain, tu vois, je sais pas, sais rien. Hein. Ouais. Ça veut dire que le prochain, il sera peut-être de 12 ans. Peut-être de 12 ans, et puis de 8 ans, 6 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an, tu vois. Bon, et boum. Et boum. Et boum. Voilà, et boum. Voilà, et boum. Alors, bon, ce sont des extensions mathématiques, et ça ne veut pas dire que le boom veut dire que tout le monde est mort. Hein. Ça veut dire qu'on change complètement de, bon, voilà, la Révolution française, ou je sais pas, enfin, tu vois, la royauté, c'est fini en France, ou un changement total de paradigme, et peut-être même de façon de faire du capitalisme, etc. Et donc c'est intéressant. Donc on a déjà ces phénomènes qui nous disent c'est pas tout à fait surprenant que ça se rapproche. Et puis on a une autre question aujourd'hui là qui est si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que si les gouvernements sont en grand danger. Moi, je trouve qu'ils le sont. Hein. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a une pression sur les gouvernements qui est forte dans le monde, et même jusqu'en Chine. Hein. Là, on est là en train de parler aujourd'hui, on est fin du mois de novembre. Il commence à y avoir des manifestations en Chine sur la politique du Covid, etc. Donc, on voit que même des gouvernements bien costauds, bien autoritaires, sont quand même, commencent à être challengés par leur population. Donc, il y a des problèmes sur les gouvernements. Les GAFAM ont perdu beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, moi, j'en sais rien, sauf que ce que je peux dire, c'est que la population a été vaccinée, si tu veux, contre des expériences précédentes. C'est-à-dire que je pense qu'elle ne croit plus beaucoup au tout marketing. Tu vois, c'est pas parce qu'on vous dit 15 fois que c'est vachement bien ce produit que ça va marcher. Surtout la jeunesse. La jeunesse n'y croit plus. Elle cherche du sens à sa vie. Et chercher du sens à sa vie, c'est pas une nouvelle paire de chaussures, je sais pas quoi, qui rayonne ou qui fait quelque chose de nouveau. C'est pas ça. Donc déjà, il y a ce changement de paradigme. Les financiers, bon, ils ont été quand même démonétisés, si je puis dire, sérieusement. Les gouvernements commencent à se dire, est-ce que vraiment c'est la porte de sortie? Donc on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se reproduiront peut-être pas. Les seuls qui n'ont pas été démonétisés, à mon sens, peut-être parce que ça date d'il y a longtemps, ce sont les ingénieurs. Et je pense, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le discours, en tout cas en France, c'est de dire ouais, il faudrait réindustrialiser, il faut revenir aux choses sérieuses sur produire de l'énergie, puis la produire bien, et puis et refaire des voitures qui pèsent pas 1,5 tonne, et puis là, on revient quand même sur une philosophie qui est plus une philosophie d'ingénieur, enfin de bâtisseur, c'est pas forcément ingénieur, hein, c'est tous les gens qui ont envie de faire des choses dans une perspective qui est un peu réelle, d'économie réelle. Industriel, quoi. Industriel, et puis d'innovation, industriel et d'innovation. Et puis avec l'idée sous-jacente que dans cette période, on économisait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dépensait pas plus que ce qu'on gagnait. C'était une période où on dépensait moins que ce qu'on gagnait. Or, c'est devenu une nécessité dans nos pays. On a trop de dettes qui s'est accumulée. Donc, on sent bien que dans la phase qui va venir, si on veut s'en sortir, il va falloir essayer de maintenant économiser, faire de l'épargne pour reconstruire son université, pour reconstruire les systèmes de retraite, enfin les reconstruire, les consolider. Et puis pour investir sur le long terme, peut-être pour trouver des choses fantastiques dans les domaines notamment de l'énergie, de la production énergétique, etc. Donc, ça, c'est une caractéristique qui, philosophiquement, c'est pour ça que moi, je pense qu'on pourrait dire que ça ressemble à ça. Mais ce ne seront pas les mêmes ingénieurs, ce ne seront pas les mêmes choses. Et puis, il y a plein de choses nouvelles qui vont émerger localement, et ça, on n'en sait rien.
Mais bon, je ne suis pas là pour faire de la prospective, mais on rentre dans une phase nouvelle, ça c'est ça à peu près certain. Et justement, ça, on en parle et on prend le temps de bien parler de ces cycles et des conséquences qu'ils vont avoir, parce que dans la lettre qu'on co-rédige tous les deux et qu'on vend, si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche en haut à droite de l'écran ou dans les liens en description. Les portefeuilles qu'on a conçus sur le rentier et le tacticien sont faits pour faire deux choses. Et d'une, c'est d'être permanent, être adaptable en tout le temps. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on sait que ça s'est bien passé dans le passé pour le rentier. Et pour le tacticien, c'est d'arriver à choper les nouvelles tendances, à réduire la voilure quand il faut et à l'étendre quand il faut. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'objectif, c'est de pas perdre d'argent. C'est pas d'en gagner. Quelqu'un qui vous promet du 15%, il va falloir que vous ayez très bien compris de quoi il parle et d'identifier les mécaniques qui permettent d'y arriver. Et ok. Mais de base, comme ça, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'en période de désinflation. Donc, il y a vraiment toutes ces réflexions, en fait, derrière, dans la lettre, on les décline dans des conseils qui permettent, selon nous, en tout cas, de passer ce cap qui est éminemment périlleux. Mais tout à fait. Alors, un exemple très précis, c'est qu'on a lancé ces portefeuilles de façon mensuelle en février de cette année. Bon, par exemple, on n'a pas mis jamais la moindre obligation des pays de l'OCDE, mis à part les États-Unis. Il y avait une raison fondamentale qui était quand même, là elle est expliquée par ce changement, etc. Et que l'essentiel de ces portefeuilles n'était pas dans l'euro. L'exposition à l'euro était extrêmement minimale, quelques pourcents depuis février, à travers des stocks, des marchés des actions mondiaux qui ont forcément un petit peu d'euros. Mais en fait, on dirait que non, parce que tout ça s'inscrit dans. Il y a des décisions derrière. Les décisions, c'est plutôt ça, qui sont logiques. Alors, est-ce qu'elles seront justes ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une logique économique derrière. Et la grande logique économique aujourd'hui, c'est que les gouvernements sont en situation difficile. Derrière les gouvernements, c'est le marché obligataire. Donc le marché obligataire est dans les pays de l'OCDE est en grand danger. On avait une réflexion aussi sur l'effondrement, où on disait beaucoup de gens ont peur de l'effondrement aujourd'hui, ce que je comprends, hein, c'est pas irrationnel, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on expliquait, c'est qu'un effondrement ne se produit jamais sans contrepartie. C'est un peu la première face du changement. Alors explique-nous cette relation entre effondrement et changement. Quel est le chaînon manquant pour avoir un changement, en plus de l'effondrement? Je pense que cette notion d'effondrement dont tu parles, c'est-à-dire de changement de phase, ça peut se comprendre par une fragmentation. C'est-à-dire que tu as un système qui s'est organisé avec plein de partenaires qui sont tous ensemble, et puis tout d'un coup, le système devient moins efficace, il fonctionne plus. Bon, marche pas pour telle et telle raison. Et donc, il y a une fragmentation. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, bon, vous savez quoi, les gars, moi, je vais faire quelque chose ailleurs. À partir du moment où vous avez une fragmentation, vous partez d'un site, voilà, eh bien, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans l'anarchie. C'est qu'une fois qu'il y a la fragmentation, il y a de nouveau, exactement comme la gravité, il y a de nouveau une reconcentration ou de solidarité, mais sous une autre forme. Et c'est quelque chose qui existe économiquement, absolument tout à fait. L'histoire des nations, c'est ça, c'est des fragmentations et des reconstitutions. C'est quelque chose qui existe dans l'univers aussi. Tout l'univers n'est qu'une suite de fragmentation, concentration par la force de gravité. Donc, par exemple, la vie sur Terre n'a été possible que parce qu'il y a eu une série de fragmentations, concentration, fragmentation. C'est-à-dire, par exemple, des nuages interstellaires qui se concentrent dans des étoiles, et puis la force de gravité commence à compresser tellement les atomes à l'intérieur, au cœur des étoiles, qu'elles explosent. Mais en les compressant énormément, elles produisent des nouveaux atomes, comme du fer, comme tous les métaux qu'on a, ou comme le diamant. De l'or, l'uranium. Voilà, etc. Voilà. Et donc l'étoile explose, donc elle va disséminer, en fait, ces petits bouts de fragmentation de tout, et puis ça va se balader dans l'univers, et puis ça va retomber sur Terre. Et tiens, sur Terre, maintenant, on peut commencer à faire des choses intéressantes parce qu'on a des petits bouts de choses très différentes, et c'est ça qui va donner lieu à la vie. Donc la vie n'aurait pas été possible sans une série de concentration, fragmentation, concentration. Donc c'est un cycle un petit peu naturel, même dans le domaine de l'inerte, et puis dans le domaine du vivant. Alors là, c'est spectaculairement le cas. Donc ça n'est pas grave. Il y a des fragmentations, ça veut dire que derrière, il y aura des reconstitutions.
Et ça me fait penser à deux choses, c'est l'investisseur et l'entrepreneur. C'est-à-dire que là, dans les discussions qu'on a, on a une réflexion d'investisseur qui veut conserver son patrimoine. Oui. Et là, il faut avoir des raisonnements macro, parce qu'il faut chercher à prendre les hausses, mais à ne pas prendre les baisses. C'est une des premières choses que m'avait dit Charles, je crois, quand on s'était rencontrés en 2018. Oui, le génie financier, c'est celui qui arrive en bas des bear markets avec du cash. Oui. Et il faut le dissocier de l'entrepreneur. Et il y a aussi des entrepreneurs investisseurs. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se dire, tiens, c'est marrant, mais moi, j'ai l'intuition que c'est là-bas que ça va se passer. Ouais. Donc, je me prépare avant. Ouais. Et j'anticipe le mouvement. Par contre, là, le risque est maximum. Et souvent, d'ailleurs, quand vous montez une boîte avec ce genre de projet, ça marche pas. 9 fois sur 10 ou 2 fois sur 3, ça marche pas. Et puis, des fois, ça fonctionne. Et il faut vraiment savoir, en fait, ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes un entrepreneur qui veut prendre du risque et qui veut... ou est-ce que vous êtes un investisseur qui souhaite assurer sa retraite et conserver son patrimoine parce qu'il a autre chose à faire de ses journées. Et c'est pas le même délire, quoi. C'est pas le même délire. Et puis, c'est pas la même chose, tu en parles souvent, d'aller soi-même regarder une série de petites activités entrepreneuriales, de petites boîtes que l'on connaît, etc., qu'on suit. Faire un portefeuille de ces boîtes-là n'a rien à voir avec acheter des grandes boîtes qui sont des systèmes collectifs, dont ceux qui ont des risques de fragmentation. Donc ça veut pas dire que c'est pas parce l'EDF par exemple est en grand risque de fragmentation. Mais ça veut pas dire que la capacité des ingénieurs français à trouver des solutions innovantes dans le domaine de l'énergie est terminée. Pas du tout. Donc tu vois, c'est deux façons très différentes de voir les choses. Mais effectivement, tu as raison sur les grandes structures, sur là où il ne faut pas perdre de l'argent, c'est sur les risques de fragmentation. Donc nous, notre conclusion, c'était depuis assez longtemps, ne pas être dans les titres gouvernementaux, les bonds, et ne pas être dans les entreprises qui sont très fortement liées à l'État. Parce que l'État est en risque de fragmentation. Donc, c'est-à-dire que toutes ces entreprises qui ont au conseil d'administration, l'État assez puissant, l'État a besoin d'argent, donc il va aller le chercher où il peut. Donc, si vous êtes investisseur là-dedans, vous êtes en risque de participer à cette fragmentation qui ne sera jamais bonne pour vous. Merci Didier. Merci à toi.